Quel est le véritable prix de la gentillesse? Pour Amélie Dubois, une serveuse de 24 ans noyée sous les dettes et le désespoir, ce prix était son dernier repas de la journée. Elle l'a partagé avec un vieil homme sans abri, un simple acte de compassion dans un monde qui ne lui en avait montré aucun. Elle pensait simplement donner un sandwich et un peu de soupe. Elle n'avait aucune idée qu'elle le donnait à un homme qui valait des milliards. Ce seul acte de bonté allait lui coûter l'emploi dont elle avait désespérément besoin pour survivre, la poussant au bord de la ruine totale avant de changer sa vie et le monde pour toujours. L'odeur de café éventé et de graisse chaude était le parfum de la vie d'Amélie Dubois. Elle s'accrochait à son uniforme en polyester bon marché, s'insinuait dans ses cheveux et persistait sur sa peau longtemps après la fin de son service au relais des voyageurs. Le nom du bistrot était une blague cruelle. Il n'y avait rien de luxueux dans cet endroit, à l'exception des couverts usés qui cliquetaient en un rythme triste et minuscule contre des assiettes en céramique ébréchée. C'était un lieu pour les déjeuners pressés et les dîners solitaires, une halte pour les gens en route vers un ailleurs meilleur. Pour Mia, comme l'appelaient ses amis, c'était le début et la fin de chaque journée. Chaque matin à 5h30, son réveil hurlait et Mia commençait le rituel de son effacement. Elle arborait un sourire qui n'atteignait pas ses yeux gris-bleu fatigués, tirait ses cheveux châtains en un chignon sévère et serré, et ignorait la douleur lancinante dans son estomac. La nourriture était un luxe, une dépense calculée. Le repas du personnel, un bol de la soupe de la veille et un sandwich avec du pain rassis dont les bords commençaient à sécher, était souvent la seule chose qu'elle mangeait jusqu'à ce qu'elle s'effondre dans son lit 16 heures plus tard. Sa vie était une série implacable de chiffres, tous dans le rouge. Loyer, 1100 € pour un studio exigu et plein de courants d'air. Charges, 150 euros. Passe de bus, 80 €. Et le chiffre qui hantait son sommeil, celui qui pesait comme du plomb dans sa poitrine, 3200 €. C'était la compte initiale pour la série de séances de kinésithérapie intensive dont son jeune frère Léo avait désespérément besoin. Léo était son soleil, sa lune et toutes ses étoiles. À seulement 12 ans, il luttait contre une forme rare d'atrophie musculaire juvénile. Il était brillant, drôle et dessinait d'incroyables mondes fantastiques depuis les confins de son fauteuil roulant. Mais ses muscles le trahissaient lentement, inexorablement. Les médecins avaient recommandé un nouveau programme de thérapie expérimentale dans une clinique privée dirigée par une spécialiste nommée Dr. Isabelle Rousseau. Ce n'était pas un remède, mais c'était une chance de ralentir la maladie, de lui donner quelques années de mobilité en plus, d'indépendance. Le programme complet coûtait une fortune, mais 3200 € lui permettraient de passer la porte pour l'évaluation initiale et le premier mois. Autant dire que c'était 1 million. Chaque euro qu'elle gagnait, chaque pourboire qu'elle empochait, allait dans une enveloppe usée cachée sous son matelas. C'était un processus lent et angoissant. 1 € par-ci, 5 € par-là. Après 4 mois de double service et en ne vivant de presque rien, elle avait économisé 2 975 €. Elle était si proche, mais la date limite pour la compte approchait à grands pas, dans seulement 2 semaines. La pression était une chose physique, une oppression constante dans sa gorge. Son patron, Serge, était un homme dont la personnalité correspondait à l'atmosphère graisseuse du bistrot. Il était trapu, avec une expression perpétuellement amère et la conviction que les employés étaient des pièces remplaçables dans une machine. Dubois, la table 4 attend. On dirait que vous marchez dans la mélasse, aboyait-il, sa voix un râle rocailleux. Sa principale collègue de jour était Chloé, une femme de quelques années son aînée, aux traits vifs et à la langue encore plus acérée. Chloé voyait le monde à travers le prisme d'un intérêt personnel cynique. Pour elle, la gentillesse était une faiblesse à exploiter. « Tu es trop gentille, Mia », dit Chloé un mardi après-midi, en faisant claquer son chewing-gum tout en s'appuyant contre le comptoir. « Tu vois ce type à la table 6, celui en costume? Ça fait 10 minutes qu'il regarde l'addition. Je te parie 1 € qu'il va laisser un pourboire minable. Ne lui sors pas ton numéro de soleil et d'arc-en-ciel. C'est de l'énergie gaspillée. » Mia se contenta d'offrir un faible sourire et se dirigea vers la table 6. L'homme en costume lui laissa exactement 10%. Chloé se contenta de ricaner. Ce mardi-là fut particulièrement brutal. Le coup de feu de midi fut un tourbillon chaotique de commandes, de renversements et de plaintes. Un enfant avait renversé un diabolo menthe par terre. Serge lui avait crié dessus pour avoir utilisé trop de serviettes pour nettoyer. Et un client l'avait accusé de lui avoir rendu 1 € de moins, faisant une scène jusqu'à ce que Serge ouvre la caisse à contre-cœur pour le lui donner, fusillant Mia du regard pendant tout ce temps. Vers 14h30, le chaos s'était apaisé, laissant derrière lui un champ de bataille de table sale et une lassitude profonde dans l'âme de Mia. Elle eut enfin un moment pour prendre son repas du personnel. Aujourd'hui, c'était une soupe de lentilles claires et un sandwich au jambon. Le pain était sec, la tranche unique de jambon presque transparente, mais pour Mia,
c'était de la subsistance. C'était le carburant dont elle avait besoin pour tenir les 5 prochaines heures de son service. Elle prit son plateau et se dirigea vers la petite banquette isolée au fond, celle avec le siège en vinyle craquelé que personne ne voulait jamais. Elle inclina la tête un instant, non pas en prière, mais juste pour rassembler ses forces. Elle était sur le point de prendre sa première bouchée lorsque la cloche au-dessus de la porte du bistrot retentit doucement. Un vieil homme se tenait, hésitant, juste à l'entrée. Il était frêle, englouti par un manteau gris élimé qui était totalement inadapté au vent mordant de l'automne en ville. Son visage était une carte routière des épreuves, avec des rides profondes et des yeux pâles et larmoyants qui semblaient absorber toute la lumière de la pièce. Il serrait une casquette en tweed usé dans ses mains noueuses et tremblantes. Il ne s'approcha pas du comptoir. Il resta là, à regarder le tableau du menu avec une expression de faim profonde et déchirante. Serge leva les yeux de son registre. « Eh, Pépé, c'est pas un refuge ici. Vous achetez ou vous partez. » Le vieil homme tressaillit, ses épaules se voûtant. « Je regardais juste, » marmonna-t-il, sa voix rauque à force de ne pas servir. Il commença à se tourner vers la porte, ses mouvements lents et douloureux. Quelque chose se brisa en Mia. Elle ne vit pas seulement un sans-abri, mais l'incarnation de toutes ses peurs. Elle vit la solitude. Elle vit la faim. Elle vit l'indifférence du monde. Dans ses yeux larmoyants, elle vit le même désespoir qu'elle ressentait en regardant les factures médicales de Léo. Sans une seconde de réflexion, elle ramassa son plateau. « N'y pense même pas », siffla Chloé derrière le comptoir où elle polissait des couverts avec un air d'ennui expert. « Serge te fera la peau si tu lui donnes de la nourriture gratuite. » Mia l'ignora. Elle se dirigea vers le vieil homme, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Alors que Mia approchait, le vieil homme recula comme s'il s'attendait à être réprimandé ou jeté dehors. Ses yeux passaient d'elle à la porte, prêts à fuir. L'odeur de la rue, d'humidité froide et de négligence prolongée, s'accrochait à lui, un contraste saisissant avec la chaleur graisseuse du bistrot. « Monsieur !» La voix de Mia était douce. À peine un murmure. « Avez-vous faim ?» Il la regarda, son expression un mélange de surprise et de méfiance. Il hocha simplement la tête, un mouvement lent et las. Il semblait trop épuisé pour les mots. « S'il vous plaît, » dit-elle en désignant la banquette qu'elle venait de quitter. « Asseyez-vous. Il fait chaud ici. » Il hésita, son regard se posant sur Serge, qui les observait maintenant avec des yeux de faucon perçant. « Ce n'est rien, » le rassura Mia, posant doucement une main sur son bras mince et osseux. Le tissu de son manteau était rêche et effiloché sous ses doigts. « Asseyez-vous avec moi. » Il la laissa le guider jusqu'à la banquette. Il s'affaissa sur le siège en vinyle craquelé avec un lourd soupir, comme si le simple fait de s'asseoir était un effort monumental. Il posa sa casquette usée sur la table, ses mains tremblant si fort qu'il pouvait à peine la lâcher. Mia fit glisser son plateau au centre de la table, le bol de soupe de lentilles, le petit sandwich triste, un verre d'eau. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce qu'elle avait. « J'allais justement déjeuner, » dit-elle, sa voix enjouée d'une gaieté forcée qu'elle ne ressentait pas, « mais je n'ai pas si faim, et je déteste voir la nourriture gaspillée. Voudriez-vous partager avec moi ?» Elle savait que c'était un mensonge. Une faim lancinante et vorace lui tiraillait l'estomac. Elle n'avait rien mangé depuis le petit bol de flocons d'avoine qu'elle avait pris 17 heures plus tôt. Mais le regard dans les yeux de cet homme était plus puissant que son propre besoin physique. Le vieil homme fixa la nourriture, puis elle. Une seule larme traça un chemin net à travers la crasse de sa joue. « Vous n'êtes pas obligée de faire ça, mademoiselle, » dit-il d'une voix rauque. « Je le veux, » dit Mia fermement, poussant le bol de soupe vers lui. « S'il vous plaît, mangez. » Pendant un long moment, il se contenta de le regarder. Puis, avec des mains tremblantes, il prit la cuillère. Il la porta à ses lèvres et but une gorgée de la soupe chaude. Ses yeux se fermèrent, et un frisson de soulagement pur et total parcourut son corps frêle. Il commença à manger, lentement d'abord, puis avec plus d'urgence, mais jamais avec avidité. C'était la manière prudente et délibérée de quelqu'un qui ne sait pas d'où viendra son prochain repas. Mia prit le couteau du plateau et coupa soigneusement le sandwich en deux. Elle plaça une moitié sur une serviette devant lui et prit l'autre pour elle. Elle prit une petite bouchée, mâchant lentement pour la faire durer, sa propre faim momentanément oubliée face à son besoin écrasant. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes. De l'autre côté du bistrot, elle pouvait sentir le regard furieux de Serge comme un poids physique sur son dos. Chloé chuchotait à une autre serveuse, Maria, et elles jetèrent toutes les deux un regard de dérision vers Mia. Maria, elle, avait une lueur de sympathie dans les yeux. « Comment vous appelez-vous » demanda doucement Mia, espérant briser le silence pesant.
L'homme avala une bouchée de sandwich avant de répondre. « Arthur, » dit-il, sa voix un peu plus forte maintenant. « Mon nom est Arthur. C'est un plaisir de vous rencontrer, Arthur. Je suis Mia. » Il lui adressa un petit sourire fragile. « Vous êtes une jeune femme très gentille, Mia. »« Tout le monde a besoin d'un peu de gentillesse, » répondit-elle, les mots sonnant creux même en les prononçant. Le monde n'avait pas été gentil avec elle ou avec Léo. Plus qu'ils ne le savent, acquiesça Arthur, le regard lointain. Plus qu'ils ne le savent. Il termina sa moitié de sandwich et la soupe, essuyant le bol avec le dernier morceau de pain. Il but le verre d'eau entier d'un long trait. La transformation était subtile, mais indéniable. Un peu de couleur était revenu sur ses joues. Le regard désespéré et traqué dans ses yeux s'était adouci pour laisser place à une gratitude lasse. « Merci, » dit-il, la voix chargée d'émotion. « Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie. Merci. »« De rien, Arthur, » dit Mia, le cœur serré. « J'aimerais pouvoir faire plus. » Il se leva lentement de la banquette. « Vous avez fait plus qu'assez. » Il plongea la main dans la poche profonde de son manteau en lambeaux, et sa main y chercha quelque chose un moment. Mia pensa qu'il cherchait peut-être une pièce ou deux, et elle était prête à refuser poliment. Au lieu de cela, il en sortit quelque chose de petit et de sombre. Il le posa sur la table. C'était une petite pièce d'échec en bois sculpté à la main, un cavalier. Il était magnifiquement fait, mais usé et poli par l'âge et d'innombrables contacts. Le bois sombre était lustré par endroits et entaillé et marqué à d'autres. « Je n'ai rien à vous donner, » dit Arthur, les joues rougissant légèrement. « Mais je veux que vous ayez ceci. Comme un gage, un rappel que même dans une position difficile, un cavalier peut changer le cours du jeu d'un seul mouvement inattendu. » Mia regarda le petit cheval complexe. Il semblait étrangement lourd dans sa paume. « Je ne peux pas accepter ça. C'est magnifique. Il doit avoir une grande valeur pour vous. »« C'est le cas, » dit-il, ses yeux rencontrant les siens. « C'est pourquoi je veux que vous l'ayez. Pour la gentillesse que vous avez montrée à un étranger. » Avant qu'elle ne puisse protester davantage, il se tourna et se dirigea vers la porte, ses pas un peu plus assurés qu'à son arrivée. Il lui adressa un dernier signe de tête reconnaissant puis disparut, la cloche au-dessus de la porte sonnant son départ. Mia resta assise, fixant le bol de soupe vide et le petit cavalier de bois dans sa main. Son estomac gargouilla, un rappel douloureux du déjeuner qu'elle avait donné. « Eh bien, j'espère que tu es contente de toi. » La voix aiguë de Chloé la tira de ses pensées. Elle se tenait près de la table, un chiffon à la main, son expression dégoulinant de sarcasme. « Tu viens de donner ton seul repas à un clochard qui va probablement utiliser cette énergie pour aller mendier de l'argent pour de l'alcool. »« Il avait faim, Chloé, » dit Mia en glissant la pièce d'échec dans la poche de son tablier. « On a tous faim, Mia, » rétorqua Chloé en essuyant la table avec des gestes agressifs. « La différence, c'est que certains d'entre nous sont assez intelligents pour se nourrir d'abord. » Serge est furieux. Il a tout vu. Il a dit que si tu refaisais un coup pareil, tu étais viré. Le sang de Mia se glaça. Elle ne pouvait pas perdre ce travail. Elle était si proche. Le poids de la compte de 3200 € retomba sur ses épaules, plus lourd que jamais. Elle baissa les yeux sur ses mains vides. La chaleur du petit cavalier de bois dans sa poche était la seule chose qui empêchait le désespoir de la submerger complètement. La semaine suivante fut une étude de la misère. Une pluie froide et incessante s'abattit sur la ville, transformant les rues en une grisaille réfléchissante et misérable. Le bistrot était humide et sentait la laine mouillée et le désespoir. Mia travaillait en pilote automatique, l'épuisement s'installant profondément dans ses os. Le visage de chaque client semblait se fondre en un seul. Ses pieds lui faisaient mal, son dos la lançait, et le chiffre, il ne lui manquait plus que 420 € pour la compte, était un mantra constant dans sa tête. Elle gardait le cavalier de bois dans sa poche, sa surface lisse et usée un petit réconfort secret. Elle le sortait dans les moments de calme, traçant la sculpture délicate avec son pouce. C'était une chose insensée, mais cela lui rappelait les paroles d'Arthur, un cavalier peut changer le cours du jeu d'un seul mouvement inattendu. Cela ressemblait moins à une prophétie qu'à une blague cruelle. Sa vie n'était pas une partie d'échecs. C'était une lente bataille d'usure qu'elle était en train de perdre. Le jeudi, pendant un autre coup de feu éreintant, la cloche de la porte retentit. Mia, jonglant avec 3 assiettes sur son bras, leva les yeux. C'était lui, Arthur. Il était trempé jusqu'aux os, son mince manteau n'offrant aucune protection contre l'averse. L'eau gouttait du bord de sa casquette en tweed, formant une petite flaque à ses pieds. Il frissonnait violemment, un tremblement qui secouait tout son corps. Il ne regardait pas le menu cette fois. Il la regardait directement,
ses yeux suppliants. Chloé le vit depuis le comptoir. « Oh, regarde qui est de retour. Ton cas de charité. Je t'avais dit qu'il reviendrait pour un autre repas gratuit. » Serge sortit de la cuisine, une grimace gravée sur son visage. « Mia, fais-le sortir d'ici. Il goutte partout sur le sol. On est un restaurant, pas une maison de passe. » Le cœur de Mia se serra. Elle ne pouvait pas le jeter dehors sous la pluie glaciale. Elle posa les assiettes sur une table voisine et se dirigea vers Arthur, l'interceptant avant que Serge ne puisse le faire. « Arthur, dit-elle à voix basse, vous êtes trempé. Vous devez vous mettre au chaud. »« J'ai si froid, claqua-t-il des dents. Juste une minute, mademoiselle, juste pour m'abriter de la pluie. » Mia regarda Serge, qui lui lançait un regard assassin. Elle savait qu'elle marchait sur un fil. Elle ne pouvait pas lui donner de nourriture. Mais peut-être. « D'accord, » murmura-t-elle, le conduisant à la même banquette du fond, juste pour quelques minutes, jusqu'à ce que la pluie se calme un peu. « Restez ici. » Elle passa derrière le comptoir, ignorant le sourire suffisant de Chloé. Elle attrapa une tasse. « Qu'est-ce que tu crois faire, Dubois ?» gronda Serge, apparaissant à côté d'elle. « Une tasse d'eau chaude, » dit-elle rapidement, sa voix ferme malgré la peur qui lui tordait les entrailles. « C'est juste de l'eau, Serge. Ça ne coûte rien. Il est gelé. »« Je m'en fiche. Je ne veux pas qu'il occupe une banquette qu'un client payant pourrait utiliser, » gronda-t-il. « Le bistrot est à moitié vide et personne ne s'assied jamais dans cette banquette de toute façon, » rétorqua Mia, une étincelle de défi s'allumant en elle. « 5 minutes. C'est tout ce que je demande. » Serge la dévisagea, ses yeux froids et durs. Il semblait peser le coup d'une tasse d'eau chaude contre la satisfaction de la renvoyer sur le champ. Finalement, il grogna. 5 minutes, puis il dégage. Et c'est ton dernier avertissement, Dubois. Je ne dirige pas une œuvre de charité. Mia remplit rapidement la tasse du distributeur d'eau chaude, ses mains tremblant légèrement. Elle l'apporta à Arthur. Ses propres mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine tenir la céramique chaude. Il enroula ses paumes autour, laissant la chaleur s'infiltrer dans ses doigts gelés, ses yeux se fermant de soulagement. « Merci, » souffla-t-il, la vapeur réchauffant son visage. « Merci, Mia. » Elle lui adressa un sourire triste et se dépêcha de retourner à ses tables. Pendant les 10 minutes suivantes, elle travailla dans un état d'anxiété extrême, jetant constamment un coup d'œil à l'horloge et à Serge, qui la surveillait ostensiblement. Elle vit Arthur finir l'eau et rester assis, simplement à s'imprégner de la chaleur. La pluie dehors tombait maintenant à verse. Finalement, Serge se dirigea d'un pas furieux vers la banquette. « Allez, le temps est écoulé, grand-père. Prends la route. » Arthur tressaillit et commença à se lever. Mia se précipita. « Serge, s'il vous plaît, regardez le temps qu'il fait, » plaida-t-elle. « Pas mon problème, » aboya Serge. Il attrapa le bras d'Arthur. « Dehors. »« Ne le touchez pas, » s'écria Mia, se plaçant entre eux. « Je paierai pour son temps. Prenez-le sur mes pourboires. Facturez-moi la location de la banquette. Je m'en fiche. Laissez-le simplement rester un peu plus longtemps. » Serge la regarda comme si elle était folle, mais la mention de l'argent sembla le calmer légèrement. « Très bien. 10 € pour le dérangement, et ça sort de ta poche. Tous deux. » Suite. 10 €. C'était 2 heures de travail. C'était un autre pas en arrière par rapport à la compte de Léo. Le cœur de Mia se serra, mais elle n'hésita pas. Elle sortit les billets froissés de son tablier, ses pourboires de la matinée, et les jeta sur le comptoir. Voilà. Il peut rester une demi-heure de plus. Serge attrapa l'argent et s'éloigna en pestant, marmonnant dans sa barbe. Mia retourna à la banquette d'Arthur, les joues brûlantes d'un mélange de colère et d'humiliation. Arthur la regarda, ses yeux remplis d'une tristesse profonde et intense. « Vous n'auriez pas dû faire ça, » dit-il doucement. « Ce n'est pas un homme bon. »« Ce n'est que de l'argent, » dit Mia, essayant de paraître nonchalante. « Ce n'est jamais que de l'argent pour ceux qui n'en ont pas, » répondit-il sagement. Il plongea de nouveau la main dans son manteau. Mia s'attendait à voir la pièce d'échec, mais sa main était vide. Il la regarda simplement, son regard intense. « 2 fois maintenant, vous avez choisi la compassion plutôt que le confort. C'est une monnaie rare. » Il resta la demi-heure complète. Quand il partit, la pluie s'était calmée en un crachin. Il s'arrêta à la porte et lui lança un long regard interrogateur qu'elle ne put tout à fait déchiffrer avant de disparaître dans l'après-midi gris. Ce soir-là, en comptant ses maigres pourboires, il lui manquait 10 €. L'enveloppe sous son matelas ne semblait pas plus lourde. La date limite était maintenant dans un peu plus d'une semaine. Le désespoir
froid et engourdissant, commença à s'infiltrer dans son cœur. Elle tenait le cavalier de bois, sa forme un réconfort familier dans sa main. Un mouvement inattendu. Mais l'échiquier de sa vie semblait rétrécir, et elle manquait de cases. Les derniers jours avant la date limite de la compte furent un tourbillon d'anxiété frénétique. Mia accepta tous les services supplémentaires qu'elle put, y compris un double service éreintant le dimanche qui la laissa si épuisée qu'elle faillit s'endormir dans le bus en rentrant chez elle. Elle subsistait avec des crackers gratuits du bistrot et de l'eau du robinet. Les crampes de faim étaient une douleur sourde et constante sous ses côtes. Chaque euro était une victoire, chaque pièce un petit soldat dans sa guerre désespérée contre le temps. Le mardi suivant, exactement une semaine après avoir payé Serge pour laisser Arthur rester, elle y était arrivée. Ses mains tremblaient alors qu'elle comptait les billets froissés dans l'enveloppe pour la 10e fois. 3202 €. Elle avait réussi. Une vague de soulagement si puissante qu'elle en eut le vertige la submergea. Elle pouvait enfin passer l'appel, prendre le rendez-vous et annoncer la nouvelle à Léo. Pour la première fois depuis des mois, un sourire sincère et non forcé toucha ses lèvres. Elle décida d'appeler la clinique pendant sa pause déjeuner. La pensée d'entendre la réceptionniste confirmer le rendez-vous de Léo était la seule chose qui lui permettait de tenir pendant le coup de feu du matin. La journée était froide et claire, et même le bistrot semblait un peu moins lugubre. Vers 11h30, la cloche retentit. C'était Arthur. Cette fois, il avait l'air différent. La profonde lassitude était toujours là, mais elle était éclipsée par une lueur fiévreuse dans ses yeux. Sa respiration était courte et rauque, et il s'appuyait lourdement contre le cadre de la porte. Une partie du cœur de Mia se serra, mais la plus grande partie, celle qui en était venue à ressentir un étrange lien avec cet homme, alla vers lui. Elle se précipita. « Arthur, ça va ?»« Je ne me sens pas très bien, Mia, » râla-t-il, une toux sèche et saccadée secouant sa poitrine. « J'ai des vertiges. » Il avait l'air pâle et moite. Mia toucha son front avec le dos de sa main. Il était brûlant. « Vous devez voir un médecin, » dit-elle, alarmée. « Il y a un dispensaire gratuit à quelques rues d'ici. »« Je ne peux pas marcher aussi loin. » Halta-t-il. « Juste besoin de m'asseoir. » Juste un instant. Avant qu'elle ne puisse le guider vers une banquette, il chancela, ses yeux se révulsant. Mia poussa un cri et le rattrapa, réussissant à peine à l'empêcher de s'effondrer sur le sol. Avec une force née de l'adrénaline, elle le traîna à moitié, le porta à moitié jusqu'à la banquette du fond. « Chloé, apporte-moi un verre d'eau. » cria-t-elle. Chloé jeta un coup d'œil, leva les yeux au ciel, mais obtempéra. Serge sortit de la cuisine en trombe. « Qu'est-ce qui se passe encore, bon sang ?»« Du bois. » beugla-t-il, son visage devenant rouge et tacheté. « Il est malade, Serge. Il s'est effondré. »« Je crois qu'il a de la fièvre, » expliqua Mia, essayant de faire boire un peu d'eau à Arthur. « Malade ? Je ne veux pas d'un vagabond malade dans mon établissement. Et s'il est contagieux ? Sortez-le d'ici. Maintenant. Appelez une ambulance si vous devez, mais sortez-le. » Une ambulance lui coûtera de l'argent qu'il n'a pas, plaida Mia. Ça l'endettera pour le reste de sa vie. Laissez-moi juste appeler le dispensaire pour voir si leur fourgonnette peut venir le chercher. Je m'en fiche, rugit Serge, sa voix attirant l'attention des quelques clients du bistrot. Je veux qu'il parte. C'est la 3e fois que vous amenez ce clochard ici. C'est un commerce, pas votre projet personnel. C'est un être humain, répliqua Mia, sa propre voix montant d'une colère juste. Elle en avait assez de Serge. Assez de sa cruauté. Assez d'un monde qui laissait un homme comme Arthur souffrir dans la rue. Ça suffit. Le visage de Serge était violet de rage. Vous êtes viré, Dubois. Vous m'entendez? Viré. Vous vous souciez plus de ce vieil homme sans valeur que de votre travail. Alors vous pouvez aller jouer les assistantes sociales sur votre temps libre. Prenez vos affaires et dégagez. Et emmenez-le avec vous. Les mots frappèrent Mia comme un coup physique. Viré. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Le bruit du bistrot s'estompa en un rugissement sourd dans ses oreilles. Son travail, sa seule source de revenus, l'argent pour Léo. Le fragile espoir qu'elle avait si soigneusement construit vola en éclats. Des larmes de choc et de fureur montèrent à ses yeux. « Vous ne pouvez pas faire ça, » murmura-t-elle, le combat la quittant. « Je viens de le faire, » dit froidement Serge. « Maintenant, sortez avant que j'appelle la police et que je vous fasse arrêter tous les deux pour violation de propriété. » Il se tourna et retourna vers la cuisine d'un pas lourd. Chloé se tenait juste derrière le comptoir, polissant un verre, un petit sourire triomphant aux lèvres. Le monde tournait autour de Mia. Elle était au chômage. Le spectre de la rue,
Une peur qu'elle avait toujours tenue à distance semblait maintenant terrifiante de proximité. Comment paierait-elle son loyer? Comment mangerait-elle? Et Léo, oh mon Dieu, Léo. L'argent qu'elle avait économisé disparaîtrait en un mois, englouti par la survie de base. La thérapie était un rêve qui venait de mourir. Son chagrin était si immense, si suffocant, qu'il lui fallut un moment pour réaliser qu'Arthur parlait. Il était assis plus droit maintenant, le regard fiévreux et hébété de ses yeux complètement disparus. Il la regardait non pas avec confusion, mais avec une clarté vive et perçante. « Il a raison, » dit Arthur, sa voix n'étant plus le murmure rauque et faible d'un vieil homme malade. Elle était claire, ferme et résonnait d'une autorité tout à fait étonnante. « Vous devriez partir. » Mia le dévisagea, déconcertée. Le changement soudain était déroutant. Arthur se leva de la banquette, se redressant de toute sa hauteur. Il était toujours mince, mais il ne semblait plus frêle. La courbure de ses épaules avait disparu. Il regarda la serveuse renvoyée, ses yeux pâles remplis d'une émotion qu'elle ne pouvait nommer. Pas de la pitié, mais quelque chose de plus proche d'un profond respect. « Vous avez réussi, » dit-il doucement, presque pour lui-même, puis plus fort, à elle. « Votre compassion vient de vous coûter tout, Amélie Dubois. Et à cause de cela, elle est sur le point de vous donner le monde. » Mia ne pouvait que le fixer, son esprit vacillant sous le choc de son licenciement, complètement incapable de traiter la transformation bizarre de l'homme devant elle. Il plongea la main dans son manteau et cette fois, il en sortit non pas une pièce d'échec, mais un smartphone moderne et élégant. En quelques pressions du pouce, il passa un appel. « Henri, » dit-il dans le téléphone, sa voix nette et autoritaire. « C'est fait. J'ai trouvé la bonne personne. Préparez les documents pour la Fondation L'Espoir de Léo. Dotation initiale de 50 millions. Et faites envoyer une voiture au relais des voyageurs, rue de l'Orme, immédiatement. » Il termina l'appel et regarda Mia, dont la bouche était bée de stupéfaction. « Mon nom, » dit-il en offrant un petit sourire triste, « n'est pas Arthur. C'est Gérard Fournier. » Le nom ne lui disait rien. Elle essayait toujours de comprendre pourquoi le vieil homme malade parlait de fondation et de 50 millions d'euros. « Allons-y, Mia, » dit-il doucement. « Il est temps de laisser cet endroit derrière nous. » Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta et se tourna pour regarder les visages stupéfaits de Chloé et de Serge, qui étaient sortis de la cuisine pour assister à l'agitation. Les yeux de Gérard Fournier, non plus larmoyants ou faibles, mais vifs comme de la glace, se posèrent sur Serge. « Quant à vous, monsieur, » dit-il, sa voix baissant à un niveau dangereusement calme, « vous êtes sur le point d'apprendre une leçon très coûteuse sur le véritable prix de la cruauté. » Mia avait l'impression de se mouvoir dans un rêve. Un instant, elle était renvoyée, son monde s'effondrait. L'instant d'après, elle se tenait sur le trottoir devant le relais des voyageurs. L'air froid de l'automne était une gifle sur son visage, tandis que l'homme qu'elle connaissait sous le nom d'Arthur parlait calmement dans un téléphone de somme d'argent qui, pour elle, était purement théorique. Une voiture noire et élégante, du genre que Mia n'avait vu que dans les films, s'arrêta silencieusement au bord du trottoir. Un homme en costume impeccable, aux cheveux argentés et au comportement calme, sortit du côté conducteur. « Monsieur Fournier, la voiture est prête. »« Merci, Henri, » dit Gérard. Sa transformation d'un vagabond grelottant en un homme d'une immense autorité était maintenant complète. Il ouvrit la portière arrière pour Mia. « Montez, s'il vous plaît. » Mia était figée. « Je ne comprends pas. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe ?» Son esprit était un maelstrom de confusion et de peur. Était-ce une farce, une arnaque? Était-elle en train de faire une sorte de dépression? Toutes vos questions trouveront une réponse. Je vous le promets, dit Gérard, sa voix douce mais ferme. Mais pour l'instant, vous avez froid. Vous êtes en état de choc et vous venez de perdre votre emploi. La première étape est de vous emmener dans un endroit sûr et chaud. Engourdie, elle le laissa la guider dans la voiture. L'intérieur était à des années-lumière du vinyle craquelé du bistrot. L'odeur de cuir riche emplissait l'air, et le siège était doux et moelleux. La portière se referma avec un bruit sourd et satisfaisant, isolant les sons de la ville et de la vie qu'elle avait connue. Alors que la voiture s'éloignait, elle regarda en arrière vers le bistrot. Serge et Chloé se tenaient à la fenêtre, leurs visages pressés contre la vitre, leurs expressions de choc et d'incrédulité un miroir de la sienne. Ils roulèrent en silence. Mia regardait par la fenêtre les rues familières et granuleuses de son quartier céder la place à des avenues plus propres et plus larges, bordées d'arbres bien entretenus et de majestueux immeubles en pierre de taille. Elle serrait son sac à main sur ses genoux, celui contenant l'enveloppe avec les 3202 €, un talisman pathétique d'une vie qui semblait s'être terminée une heure plus tôt.
La voiture finit par entrer dans le garage privé et chauffé d'un gratte-ciel de verre et d'acier au cœur du quartier des affaires. Le nom « Fournier Entreprise » était blasonné en lettres discrètes mais puissantes au-dessus de l'entrée. Mia avait déjà vu ce logo aux informations et dans les magazines économiques. C'était le symbole de l'une des plus grandes et des plus puissantes sociétés du pays. Gérard Fournier n'était pas seulement un homme riche. C'était un titan, une légende, un milliardaire. Mia sentit une vague de nausée. Elle avait donné la moitié de son sandwich et une tasse de soupe à l'un des hommes les plus riches du monde. Elle avait perdu son emploi en le défendant. L'absurdité de la situation était écrasante. Henri, l'homme qui avait conduit la voiture, les mena à un ascenseur privé. Il monta silencieusement et rapidement, les chiffres défilant à une vitesse vertigineuse. « Monsieur Henri est mon conseiller juridique principal et mon plus fidèle conseiller », expliqua Gérard pendant leur ascension. « C'est l'une des seules personnes au courant de mes excursions. » L'ascenseur s'ouvrit directement sur un bureau pentouse à couper le souffle. Un mur entier était une baie vitrée allant du sol au plafond, offrant une vue panoramique sur la ville en contrebas. L'espace était vaste, meublé d'un mélange d'art moderne et de meubles anciens. Un énorme bureau en acajou se dressait devant la fenêtre, mais Gérard la conduisit plutôt vers un coin salon confortable avec 2 fauteuils en cuir et une table basse. « Asseyez-vous, je vous prie, » dit-il. « Puis-je vous offrir quelque chose ? Du café, du thé, un vrai repas. » Mia secoua la tête, incapable de parler. Elle s'enfonça dans l'un des fauteuils, se sentant petite et déplacée. Gérard s'assit en face d'elle. Il la regarda un long moment, ses yeux vifs remplis d'un mélange complexe d'excuses et d'admiration. « Je vous dois une explication, Mia, » commença-t-il. « Et des excuses. Je n'ai jamais eu l'intention que vous perdiez votre emploi. C'était une conséquence imprévue et malheureuse dont je suis profondément désolé. Quoique, » ajouta-t-il avec un sourire sombre, « ce fut peut-être la partie la plus éclairante de toute mon expérience. » Expérience. Mia retrouva enfin sa voix. C'était un murmure étranglé. « Oui, » dit-il en se penchant en avant. « Vous voyez, j'ai été béni par une richesse incroyable, mais elle est devenue une malédiction. Elle a construit un mur autour de moi. Mes propres enfants me voient comme un coffre-fort ambulant. Les gens que je rencontre veulent quelque chose de moi. Le monde dans lequel je vis est rempli de sycophantes et de flatteurs. J'ai commencé à me demander si la gentillesse authentique et désintéressée existait encore, celle qui n'attend rien en retour. » Il marqua une pause, son regard dérivant vers la ville en contrebas. « J'ai grandi sans rien, Mia, dans un endroit pas si différent de votre appartement. Je me souviens des affres de la vraie faim. Je me souviens de la morsure de l'indifférence. J'ai donc décidé de revenir en arrière, de devenir Arthur, pour revoir le monde de cette perspective. J'ai visité des refuges, des soupes populaires et des endroits comme le Relais des voyageurs. Pendant des semaines, j'ai vu le pire de l'humanité. Des gens qui ricanaient, qui me repoussaient, qui me voyaient comme un inconvénient ou un objet de dégoût. » Ses yeux revinrent vers elle, et ils étaient remplis d'une intensité brute. « Et puis je vous ai rencontré. Vous qui aviez si peu. Vous étiez fatigué. Vous aviez faim vous-même. Je pouvais le voir dans vos yeux. Et pourtant, vous avez partagé votre seul repas. Vous ne l'avez pas fait pour la reconnaissance. Vous l'avez fait parce que vous avez vu une personne dans le besoin. La deuxième fois, vous m'avez défendu et avez dépensé votre propre argent durement gagné pour m'offrir quelques instants de chaleur. Et aujourd'hui, vous avez sacrifié votre gagne-pain pour un vieil étranger malade. » Il secoua la tête, un air d'émerveillement sur son visage. « Vous n'avez pas seulement réussi mon test, Mia. Vous l'avez redéfini. » La tête de Mia tournait. « La pièce d'échec, » dit-elle, se souvenant du cavalier de bois toujours dans sa poche. Gérard sourit. « Mon père l'a sculpté pour moi quand j'étais enfant. Il m'a dit la même chose que je vous ai dite, qu'un cavalier peut changer le cours du jeu d'un mouvement inattendu. C'est la seule chose qui me reste de lui. Je vous l'ai donné comme un marqueur. J'ai su dès ce premier instant que vous étiez spécial. Je devais juste en être sûr. » Des larmes commencèrent à couler sur les joues de Mia, nées non pas de tristesse, mais d'un soulagement écrasant et confus. Le stress des derniers mois, le choc des événements de la journée. Tout sortit d'un coup. Gérard attendit patiemment que ses sanglots se calment. Puis Henri, qui se tenait discrètement près du bureau, s'approcha et posa un dossier sur la table basse. « Mia, » dit Gérard, sa voix de nouveau douce. « Je peux vous donner de l'argent. Je peux vous faire un chèque qui résoudrait tous vos problèmes et vous n'auriez plus jamais à travailler de votre vie. Mais cela me semble insuffisant. Une personne avec votre caractère, votre intégrité, ne devrait pas être une bénéficiaire passive. Elle devrait être une force pour le bien. » Il tapota le dossier.
Je veux créer une fondation caritative depuis des années, une fondation dédiée à aider les familles écrasées par les dettes médicales, à aider les gens qui passent entre les mailles du système. Des gens comme vous et votre frère. La tête de Mia se redressa brusquement. Mon frère? Comment savez-vous pour Léo? Une lueur de honte traversa le visage de Gérard. Pardonnez-moi. Après notre première rencontre, j'ai demandé à Henri de faire quelques recherches. J'avais besoin de comprendre pourquoi vous vous battiez. J'ai appris la maladie de Léo et l'acompte de 3200 € pour la clinique du docteur Rousseau. Il poussa le dossier vers elle. Ceci est la charte d'une nouvelle organisation à but non lucratif. Je la dote d'un capital initial de 50 millions d'euros. Son nom est la Fondation L'Espoir de Léo. Mia fixa les mots sur la page de couverture, le nom de son frère en une élégante écriture officielle. Elle avait l'impression de ne plus pouvoir respirer. La fondation aura besoin d'un directeur, poursuivit Gérard. Quelqu'un pour gérer les opérations quotidiennes, pour examiner les cas, pour rencontrer les familles. Quelqu'un qui comprend ce qu'ils traversent, quelqu'un d'une intégrité irréprochable et d'une compassion sans bornes. Je ne veux pas d'un bureaucrate. Je veux un guerrier. Je vous veux, Mia. Il ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvait un contrat. Le poste est assorti d'un salaire de départ, bien sûr, et d'un appartement de fonction. Et le premier acte officiel de la Fondation sera de couvrir l'intégralité des coûts à vie du traitement de Léo dans n'importe quel établissement au monde. Mia fixa le contrat, l'encre noire dansant devant ses yeux. Les chiffres, les clauses, l'entête officielle. Tout cela ressemblait à un langage d'une autre planète. Directrice, salaire, appartement de fonction. Les mots étaient un bruit de fond insignifiant comparé à la seule phrase qui résonnait dans son âme. L'intégralité des coûts à vie du traitement de Léo. Je ne sais pas quoi dire, balbutia-t-elle, regardant les papiers puis le visage attendant de Gérard. Je suis une serveuse. Je n'ai aucune expérience dans la gestion d'une fondation. Je ne saurais même pas par où commencer. Vous commencez avec votre cœur, Mia, dit doucement Gérard. Vous avez la seule qualification qui ne peut être enseignée dans aucune école de commerce. Vous vous souciez profondément. Henri et mon équipe s'occuperont des structures juridiques et financières. Nous vous fournirons toute la formation et le soutien dont vous avez besoin. Ce dont j'ai besoin de vous, c'est de votre perspective, de votre humanité. Quand une famille en crise viendra nous voir, je veux qu'elle voie votre visage, pas celui d'un banquier. Il se renversa dans son fauteuil. Je suis un vieil homme, Mia. Mes enfants attendent ma mort pour se partager mon empire. J'ai passé ma vie à construire des choses. Des gratte-ciel, des entreprises, une immense fortune. Mais rien de tout cela ne semble aussi important que ceci. C'est une chance de construire un héritage de gentillesse. Mais je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin d'un partenaire. J'ai besoin de vous. La sincérité dans sa voix était indéniable. Ce n'était pas seulement une récompense. C'était un plaidoyer. Il lui offrait non seulement un emploi, mais un but. Un but qui s'alignait parfaitement avec le souhait le plus profond et le plus désespéré de son cœur. Lentement, elle tendit la main et prit le stylo qui se trouvait à côté du contrat. Il était lourd et froid dans sa main. Elle pensa à Léo, à son sourire, aux mondes incroyables qu'il dessinait. Elle pensa aux années d'inquiétude, aux nuits blanches, à la peur constante et écrasante. Et elle pensa à Arthur, le vieil homme grelottant sous la pluie, et à la simple impulsion humaine qui l'avait poussé à agir. Elle signa de son nom. Sa signature, habituellement un gribouillage hâtif sur les reçus de cartes de crédit, paraissait élégante et décisive sur le papier impeccable. Un large sourire sincère se répandit sur le visage de Gérard Fournier. Il se leva et lui tendit la main. « Bienvenue dans l'équipe, directrice du bois. » En lui serrant la main, Mia sentit un profond changement en elle. Le poids écrasant qui avait courbé ses épaules pendant des années semblait s'évaporer. Elle se sentit plus grande, plus légère. La peur avait disparu, remplacée par un sentiment d'espoir naissant, terrifiant et exaltant. Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon. Henri la guida à travers les formalités administratives initiales, expliquant les choses en termes clairs et simples. On lui donna un nouveau téléphone, un ordinateur portable et un jeu de clés. « Celles-ci sont pour votre appartement », expliqua Henri. « Il se trouve dans l'immeuble Le Méridien, à 2 rues d'ici. Le coordinateur médical de votre frère vous contactera d'ici la fin de la journée pour organiser son transfert immédiat dans l'aile privée du docteur Rousseau. Toutes les dépenses sont prises en charge. » Chaque phrase qu'il prononçait semblait démanteler un autre mur de sa prison. Plus tard dans l'après-midi, Gérard fit livrer au bureau un déjeuner traiteur composé de plats chauds et délicieux. En mangeant de la vraie nourriture, du saumon grillé, des légumes rôtis, du pain frais,
Mia réalisa qu'elle était affamée. C'était le meilleur repas qu'elle ait jamais goûté. Pendant leur repas, Gérard lui en apprit davantage sur sa vie. La pauvreté de son enfance, la détermination implacable qui l'avait propulsé vers le succès et le vide spirituel qu'il avait trouvé au sommet. Il avait créé son personnage d'Arthur, non seulement comme un test pour les autres, mais aussi comme un moyen de renouer avec l'homme qu'il avait été avant l'argent. « D'une certaine manière, vous m'avez sauvé autant que je vous aide », avoua-t-il en regardant la ville qu'il possédait. « Vous m'avez rappelé ce qui compte vraiment. » Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes oranges et violettes, Mia pensa à son ancienne vie comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. L'odeur de graisse du bistrot, la voix aboyante de Serge, la douleur lancinante dans ses pieds. Tout s'estompait. « Il y a encore une chose, » dit Gérard, son expression devenant sérieuse. « L'affaire de Serge et du relais des voyageurs. » Henri posa une tablette sur la table, affichant un fil d'actualité en direct. Le titre disait « Le milliardaire Gérard Fournier se fait passer pour un sans-abri et dénonce des pratiques commerciales abusives. » Mia eut le souffle coupé. L'histoire faisait déjà la une. Un client du bistrot, un journaliste indépendant qui mangeait tranquillement une part de tarte tatin dans un coin, avait été témoin de toute la scène. Il avait vu la compassion de Mia et la cruauté de Serge, et il avait filmé la transformation choquante de Gérard et ses derniers mots sur son téléphone. L'histoire devenait virale. Les avis en ligne du bistrot chutaient, et une foule de journalistes était déjà rassemblée devant ses portes. « Serge a fait son choix », dit Gérard, sa voix froide comme l'acier. « Il a choisi la cruauté et la cupidité. Le libre marché peut être un arbitre sévère pour de tels choix. Mais Chloé, c'est une autre affaire. Elle est cynique et égoïste, mais peut-être est-elle ainsi parce que la vie a été dure avec elle aussi. La fondation aura besoin de personnel. Une assistante, peut-être. Quelqu'un qui a besoin d'une seconde chance. » Il regarda Mia. « Le choix, bien sûr, vous appartiendra, madame la directrice. » Mia fut stupéfaite par l'offre. L'idée d'offrir un emploi à Chloé après toutes ces moqueries était difficile. Mais elle se souvint des paroles de Gérard. Une chance de construire un héritage de gentillesse. La gentillesse n'était pas réservée aux méritants. Parfois, elle était plus puissante lorsqu'elle était offerte à ceux qui semblaient en avoir le plus besoin. C'était un problème pour un autre jour. Sa première priorité était de passer un appel. Ses mains tremblaient en composant le numéro de la petite maison où Léo vivait avec leur tante d'accueil. « Mia, tout va bien ?» répondit la voix inquiète de sa tante. « Tout, » dit Mia, sa propre voix se brisant de joie, « est sur le point d'être parfait. Peux-tu me passer Léo ? J'ai des nouvelles. » 2 mois plus tard, Mia ne se tenait pas derrière un comptoir de bistrot crasseux, mais à côté d'une piscine d'hydrothérapie ultramoderne. L'air sentait le chlore propre et l'espoir. Léo, son héros, était dans l'eau, soutenu par le docteur Isabelle Rousseau elle-même. Il riait, son visage illuminé d'une joie qu'elle n'avait pas vue depuis des années, alors qu'il battait des jambes contre la douce résistance de l'eau. Le mouvement était faible, mais c'était un miracle. C'était un commencement. La vie avait changé à une vitesse vertigineuse. Son appartement de fonction était magnifique, avec une chambre d'amis qu'elle avait transformée en atelier d'art pour Léo, rempli de toutes sortes de peintures et de toiles qu'il pouvait désirer. Elle avait une nouvelle garde-robe de vêtements professionnels, mais son bien le plus précieux restait le petit cavalier de bois, qui trônait désormais sur son bureau, le bureau de la directrice exécutive de la Fondation L'Espoir de Léo. Le lancement de la fondation avait été un événement médiatique majeur. Mia, terrifiée mais résolue, s'était tenue à un podium à côté de Gérard et avait raconté son histoire. Pas l'histoire du milliardaire, mais son histoire. L'histoire d'une sœur désespérée essayant de sauver son frère. Elle parla des choix impossibles auxquels sont confrontées les familles écrasées par les factures médicales et promit que la fondation serait une bouée de sauvetage. Les candidatures affluèrent de tout le pays. Son premier acte officiel en tant que directrice fut d'approuver une subvention pour une jeune fille en Ohio qui avait besoin d'une prothèse sur mesure, un cas refusé 3 fois par l'assurance. Son deuxième fut de financer une camionnette de transport pour une communauté rurale de patients âgés atteints de cancer qui n'avaient aucun moyen de se rendre à l'heure. Rendez-vous de chimiothérapie. Chaque dossier qu'elle examinait, chaque famille à qui elle parlait, était le reflet de sa propre lutte. Elle voyait leur douleur et, pour la première fois de sa vie, elle avait le pouvoir de la soulager. Gérard était une présence constante, un mentor et un ami. Il n'interférait jamais avec ses décisions, mais était toujours là pour offrir des conseils. « Investissez dans les gens, Mia », lui avait-il dit. « Les rendements sont bien plus importants que n'importe quelle action. » Un après-midi frais de décembre, Mia se retrouva à conduire dans son ancien quartier. Sur un coup de tête, elle se gara de l'autre côté de la rue, en face du relais des voyageurs.
Un grand panneau, à louer, était placardé sur la vitrine. L'histoire du journaliste et l'indignation publique qui s'ensuivit avaient été rapides et brutales. L'affaire de Serge s'était effondrée en un mois. Mia ressentit un pincement, non pas de satisfaction, mais d'une étrange tristesse creuse face à ce gâchis. Au moment où elle s'apprêtait à repartir, elle vit une silhouette familière marcher dans la rue, la tête baissée contre le vent. C'était Chloé. Elle semblait plus mince, ses traits vifs adoucis par la lassitude. Elle portait un sac de course qui semblait pitoyablement léger. Mia pensa au défi de Gérard. Elle prit une profonde inspiration, sortit de la voiture et l'appela par son nom. Chloé. Chloé leva les yeux, qui s'écarquillèrent de choc en voyant Mia. Une rougeur de honte et de ressentiment traversa son visage. « Tiens, tiens » ricana-t-elle, son ancien mécanisme de défense se réactivant. « Regardez-moi ça. Directrice Dubois. Revenue pour jubiler ?»« Non, » dit simplement Mia. « Je suis venue t'offrir un travail. » Chloé la dévisagea, sans voix. « La fondation grandit, » poursuivit Mia, sa voix égale. « J'ai besoin d'une assistante administrative, quelqu'un d'organisé, qui sait gérer la pression et qui sait ce que c'est que de lutter. Le salaire est bon. Les avantages sont excellents. C'est une chance de faire quelque chose qui compte. » Le masque cynique de Chloé s'effrita, ses yeux s'emplirent de larmes. « Pourquoi » murmura-t-elle. « Après la façon dont je t'ai traité, pourquoi m'aiderais-tu » Mia réfléchit un instant, sa main se dirigeant instinctivement vers la poche de son manteau où elle portait encore parfois le cavalier de bois. « Parce que mon mentor m'a appris que le meilleur investissement que l'on puisse faire, c'est dans les gens, » dit Mia en offrant un petit sourire. « Et parce que tout le monde mérite une chance de faire un mouvement inattendu. » Chloé resta là, sur le trottoir froid, le maigre sac de course à ses pieds, et pour la première fois, elle regarda Mia, non pas avec envie ou dérision, mais avec un sentiment naissant d'émerveillement. Dans la lumière mourante de l'après-midi, une nouvelle partie venait de commencer. L'histoire de Mia est un rappel puissant que la véritable mesure de notre richesse n'est pas ce que nous gardons pour nous-mêmes, mais ce que nous sommes prêts à donner. Dans un monde qui récompense souvent l'égoïsme, elle a fait un choix ancré dans la pure compassion. Et cet acte unique a créé une onde de choc qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Cela prouve qu'il n'est pas nécessaire d'être milliardaire pour changer le monde de quelqu'un. Parfois, il suffit d'un déjeuner partagé, d'un moment de chaleur ou du courage de défendre un autre être humain. Son histoire n'était pas celle d'une femme sauvée par un homme riche. C'était celle d'une femme dont la bonté inhérente était si puissante qu'elle a inspiré un milliardaire à devenir un homme meilleur.